Bonjour, bon matin. C'est moi qui suis honoré d'être en Estrie, de participer à ces super projets, à ces programmes, de partager avec vous un petit peu cette matinée. Et je vais commencer tout de suite par... peut-être je vais m'éloigner, puis vous m'entendrez un peu moins, mais je vais essayer de projeter quand même la voix. Je voulais, avant de parler vraiment d'Odan, signalétique, marquage au sol, avant de parler de ça, de cuisine, je voulais peut-être qu'on prenne un petit peu de temps pour réfléchir à deux concepts, deux notions qui sont très importantes peut-être pour cadrer à la fois la manière dont on comprend les enjeux de circulation des enfants, mais aussi la manière dont on oriente nos interventions. Donc ces deux notions, ces deux concepts, c'est d'une part l'autonomie et d'autre part l'indépendance. Alors à main levée, parmi vous, qui aurait l'intuition que ce sont des synonymes? C'est à peu près la même chose, autonomie et indépendance. Personne. Ah, c'est parce que vous avez lu le résumé de la présentation. Mais je dois vous dire que c'est pas des synonymes. Donc on va parler de ces deux notions. Qu'est-ce que leur différenciation nous apporte comme intervenants dans le milieu, comme parents, comme membres de la communauté? Mais avant ça, on m'a demandé aussi de parler un petit peu de mon parcours. Je trouve que c'est une bonne idée aussi pour comprendre d'où vient cet intérêt pour la mobilité des enfants. C'est quelque chose que je partage avec plusieurs parmi vous, sûrement la majorité, donc la paternité, d'être parent. D'ailleurs, je pensais à ça ce matin avec une super belle matinée, toutes les belles couleurs qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, mon père aurait fêté son anniversaire 69. Donc, c'était chouette de penser à lui et de vous parler maintenant comme papa de mes enfants. Mes enfants sont nés ici au Québec. Moi, je suis né au Mexique. Moi, je viens d'une ville qui s'appelle Guadalajara. C'est la deuxième ville du pays, 4,5 millions d'habitants. C'est une petite ville quand on compare à la ville de Mexico avec 25 millions. Et j'ai fait mes études en architecture là-bas, mes premiers jobs dans le domaine du logement social. Puis je voyais à quel point ces logements sociaux étaient éloignés, inaccessibles. Donc, je me suis beaucoup intéressé aux questions d'accessibilité des transports. J'ai eu mes premières frustrations comme professionnel là-bas. Puis j'ai eu, je pense, ce qui était la meilleure idée de ma vie, faire une maîtrise en urbanisme au Québec. Donc, je suis arrivé en 2001 à Montréal, faire une maîtrise. Et cela m'a donné la chance de travailler sur le vélo, sur les aménagements favorables au vélo, puis aussi sur le sens du vélo chez les jeunes, chez les adolescents, chez les enfants. Donc, mes études de maîtrise en urbanisme au doctorat m'ont permis de faire des recherches sur ces domaines-là. Et de fil en aiguille, je suis resté à Montréal. Aujourd'hui, ça fait 16 ans. Et j'étais embauché en 2009 à l'Université de Montréal. Et depuis le début, même depuis mes travaux de recherche au doctorat, à la maîtrise, je collaborais beaucoup avec Vélo Québec. Donc, cette idée d'avoir des partenaires dans les milieux de pratique, pour moi, est essentielle pour mieux comprendre les enjeux, pour mieux enseigner à mes étudiants. Puis à Vélo Québec s'est ajouté un autre partenaire, le Carrefour Action municipale et famille, qui a été une excellente manière pour moi de découvrir beaucoup de municipalités dans la province. Peut-être le changement le plus radical est arrivé à partir de 2009, quand Maëlle, ma fille aînée, elle a aujourd'hui 8 ans. Je suis Bastien, 4 ans. Donc ils sont fous tous les deux. Et cet été, ma fille s'ennuyait. C'était un après-midi, Bastien faisait la sieste. Et je me suis dit, tiens, je vais utiliser l'entrevue que je fais passer aux adolescents à ma fille, voir qu'est-ce qu'elle me confesse. Alors, on a pris l'après-midi, j'ai allumé mon magnétophone pour le faire très formel, pour l'impressionner. Et puis là, je pose la question, est-ce que tu fais des déplacements seul? Ben oui, papa. Quel déplacement tu fais seul quotidiennement? Ben à l'école. Maëlle, franchement, tu ne vas pas seul à l'école. Elle utilise les trottoirs. Donc, on a la chance d'habiter à distance de marche de l'école primaire. Elle utilise les trottoirs, mais je lui dis, tu ne vas pas seul à l'école. D'ailleurs, ma conjointe, sa maman, est la chauffeur du trottoir 2 fois par semaine. Mais dans sa tête, elle va seule à l'école les autres jours quand ma conjointe n'est pas la chauffeur du trottoir. Donc, c'était pour moi révélateur de comprendre à quel point pour un enfant, en fait, le fait de ne pas être accompagné du parent, c'était quand même tout un signe déjà de maturité, d'affirmation, puis finalement de développement individuel. Et ça m'a mis à réfléchir aussi sur
justement sur ce processus qui est très long, le processus de prise d'autonomie, de prise d'indépendance dans les déplacements, un processus qui ne se passe pas du jour au lendemain, en fait. On n'apprend pas soudainement à marcher dans la rue, à négocier les situations d'incertitude. On l'apprend de manière très graduelle. Puis moi, maintenant, je le vis comme parent. Je vis la difficulté aussi d'apprendre à mes enfants comment traverser la rue en sécurité. Avez-vous déjà essayé d'expliquer à un enfant comment traverser la rue en sécurité? Ce n'est pas évident. On se prend d'abord en disant, écoute, il faut que tu t'arrêtes, tu vois les deux côtés, puis s'il n'y a personne, tu traverses. Non. Non. Il faut que l'enfant, d'abord, s'assure qu'il est vu également. Donc, c'est vraiment pas évident, cet apprentissage. Ça prend, je pense, beaucoup d'années. Je suis à la moitié probablement avec ma fille. Mais ces processus d'apprentissage de la marche et du vélo en sécurité, je pense qu'il est quand même jalonné par des moments clés. Et ces moments clés sont les moments de changement des lieux de destination quotidienne. Vous savez, l'école compte pour les déplacements domicile-école, compte pour 90-80% des déplacements quotidiens des enfants. Donc, l'école est une destination très importante pour apprendre la marche et le vélo en sécurité. Mais on change d'école. On change d'école à peu près à 11-12 ans, n'est-ce pas, quand on passe au secondaire. Et là, le secondaire concentre davantage l'effectif scolaire. Donc, ça veut dire qu'on a beaucoup plus de distance à parcourir quotidiennement. Donc, ces points de rupture, disons, ces points de transition dans nos déplacements quotidiens comme enfants, à cela, on peut ajouter aussi à 16 ans, le droit d'avoir le permis de conduire. C'est une autre révolution dans la mobilité des adolescents dans ce cas-là. Mais donc, à chaque fois qu'il y a une transition, il y a plusieurs choses qui se passent. Nouvelle destination, nouveaux moyens de déplacement, parfois également. Puis aussi, chez les parents, disons, une motivation à donner davantage de permissions ou à accorder l'autorisation aux enfants pour se déplacer autrement. Ça se passe beaucoup, par exemple, c'est clé, c'est charnière entre le primaire et le secondaire. Et là, j'ai fait sortir pour vous des données de l'enquête origine-destination de la région métropolitaine de Montréal, en regroupant deux groupes d'âge, les 10-11 ans en plus sombre et les 12-13 ans en bleu plus clair. Là, ce qu'on voit, c'est vraiment des changements très importants, radicaux, et pourtant en une année d'écart. Donc là, je ne sais pas si je m'éloigne, vous n'allez plus m'entendre. Donc, pour autopassager, vous voyez une chute quand même assez importante, de presque 40% à 26%. Transport en commun, explosion pour les enfants qui habitent dans la région métropolitaine de Montréal. Donc, on rentre au secondaire, on utilise beaucoup plus le transport en commun. Le vélo reste stable, le transport scolaire augmente également, les distances sont plus longues, je le répète. La marche, en revanche, elle diminue. La marche comme mode unique de déplacement. Les distances, encore une fois, sont en cause. Donc, c'est une période de changement très important. Si on voit uniquement au primaire maintenant, j'ai eu la chance de participer en 2009 à la production d'un rapport sur la mobilité des écoliers au Québec, dirigé par mon collègue Paul Lewis. Là, on avait remarqué que ces changements, ces écarts, disons cette mobilité des enfants, elle variait aussi beaucoup en fonction du lieu, en fonction du quartier. Et là, c'est très curieux aussi ce qu'on a observé. Quartiers centraux, par exemple, Montréal-Centre, à l'extrême gauche du graphique, il y a quand même presque 40% de part modale de l'automobile pour le déplacement vers l'école. Là, on est vraiment au primaire uniquement. Presque 40%. Pourtant, on est dans des quartiers centraux, n'est-ce pas? On est dans des endroits bien desservis par le transport en commun. La bonne nouvelle, c'est que dans ces mêmes quartiers, on a aussi 40% de déplacements à pied. Mais les choses se gâtent au fur et à mesure qu'on s'éloigne. Regardons Rive-Sud, 57% de transport vers l'école en automobile, donc des enfants passagers. Ou la part du transport scolaire en vert pour la couronne nord, presque 53%, donc plus de la moitié des enfants qui vont à l'école en transport scolaire. Donc ça veut dire quand même que ces enfants-là sont déterminés dans leur expérience de la mobilité quotidienne, quelque chose d'hyper naturel, sont déterminés par le quartier dans lequel ils habitent, par la partie de la ville, la région, la municipalité dans laquelle ils résident. Pour Trois-Rivières, ce qu'on avait observé, 44% des parts modales de la marche. Donc, quand même importante, presque à la même hauteur que les lieux de la région métropolitaine où on trouvait plus de marches pour l'école.
J'ai cherché des données sur Sherbrooke, j'ai trouvé pour le vélo, pour aborder aussi ce sujet-là, les données de l'étude de l'état du vélo au Québec, faite par Vélo Québec. Donc quand même, super impressionnant. Sherbrooke, la région de Sherbrooke, 90% de taux de cyclisme auprès des enfants. Donc c'est le plus haut parmi les villes qui ont participé à l'étude et nettement plus élevé que la moyenne dans la province de 85%. Durée hebdomadaire du vélo chez les 6-17 ans, à la région de Sherbrooke, encore une fois, on est à 3,2 heures. Donc, quand même, une utilisation assidue, quotidienne, normale, du vélo dans des villes moyennes qu'on pourrait appeler dans la province. Maintenant, si on voit justement les adolescents, parce que beaucoup de cette pratique du vélo quotidien, ce n'est pas chez les adolescents, donc les chiffres ici correspondent aux 6-17 ans. Si on voit plus en détail les adolescents, donc encore une fois, j'extrais les données de l'enquête origine-destination pour vous montrer encore une fois une variation importante par région, entre le centre, l'est ou les couronnes, mais aussi une variation très intéressante pendant le secondaire. Donc, je l'ai concentré par 2 ans, donc les 12-13, les 14-15 et les 16-17. Une chose qu'on peut remarquer juste à vue, c'est que par exemple, dans le secteur central de la région métropolitaine, si vous voyez, les colonnes, elles changent graduellement. On est dans 100 degrés, hein, donc il y a des degrés de transformation dans la mobilité quotidienne. On voit en bleu que l'auto-passager diminue progressivement selon le vieillissement des adolescents, alors qu'en gris, les transports en commun augmentent. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire un apprentissage et une exposition graduellement plus importante des enfants seuls à la ville. Donc, un apprentissage à l'adolescence de ce que veut dire se déplacer de manière indépendante dans la ville. Mais si on regarde ce qui se passe, par exemple, la couronne nord, la couronne sud, on voit que les colonnes de 12-13 ans ou de 14-15 sont presque identiques. Je vais les signaler. Vous les voyez ici? Elles ne changent pas beaucoup, ni ici. Donc, ça veut dire que être ado dans ces secteurs-là, beaucoup moins dense, beaucoup moins desservi par les transports en commun, mais être ado, là-bas, ça veut dire être à peu près avec la même mobilité qu'être plus jeune, être enfant. Donc, il n'y a pas vraiment une variation graduelle. La grande variation n'arrive quand? À 16 ans, avec le permis. Puis là, il y a vraiment un contraste important. Donc, cette expérience à l'adolescence, cet apprentissage à se déplacer seul dans notre milieu de vie est fortement déterminé par le lieu dans lequel on réside, par les lieux dans lesquels on retrouve nos destinations. Donc, il y a un changement, gardez-le en tête, un changement pendant la vie des personnes, donc un changement qu'on pourrait appeler biographique. Au fur et à mesure qu'on vieillit, notre mobilité change, et elle change plus ou moins selon les lieux et les opportunités de déplacement que l'on trouve dans notre milieu de vie. Mais il y a aussi un autre changement, pas biographique, plutôt historique ou micro-historique. C'est lui qui nous amène à constater avec étonnement puis préoccupation la diminution graduelle, encore une fois, du déplacement à pied vers l'école. Donc, ce déplacement est très important, se fait de moins en moins à pied, de plus en plus en voiture, comme le montrent encore ici les données de l'enquête origine-destination pour la région de Montréal. En passant de 22 à 38%, donc vous voyez presque double pour la voiture. Et contrairement à la marche qui a diminué de 25% dans la même période. Donc, c'est préoccupant. Pour révertir la vapeur, il faut bien comprendre qu'est-ce que c'est cette mobilité des enfants. Et moi, j'utilise beaucoup pour comprendre justement l'enjeu, le contexte, ces graphiques d'un auteur qui s'appelle Tracy McMillan, qui en gros nous dit qu'au cœur de la décision de déplacement, de la forme de se déplacer des enfants, se trouvent qui? Les parents. Les parents sont, disons, les principaux déterminants de la marche chez les enfants. C'est le parent qui a peur ou non, qui expose ou non, qui accompagne ou non l'enfant pour toutes sortes de raisons, à la fois des logistiques quotidiennes, les rushs le matin, la routine. Parfois, ça ne donne pas de marcher et prendre le temps d'accompagner l'enfant à pied. Parfois, oui. Et donc, le parent est comme une sorte de régulateur qui perçoit le milieu,
qui peut percevoir le milieu comme étant hostile, dangereux, qui perçoit aussi l'enfant, qui peut le percevoir comme incompétent, non prêt, non capable de négocier par lui-même les situations de danger, puis qui subit aussi les pressions sociales. Donc, amener ou laisser l'enfant aller seul à l'école, parfois on peut se sentir mal vu par nos voisins, par les autres parents de l'école. Donc, il y a cette pression sociale également, une pression sociale qui évolue aussi historiquement. On parlait tout à l'heure des changements de génération en génération. Je racontais tout à l'heure que j'avais posé la question à ma grand-mère qui vient d'un village qui s'appelle Tequila, lieu d'origine d'une boisson que vous avez peut-être déjà goûté. Et la ville de Tequila se trouve aujourd'hui à 45 minutes de Guadalajara en auto. Puis elle me disait qu'elle est allée étudier à Guadalajara quand elle était jeune. Je me disais, aller étudier seule à Guadalajara, elle devait avoir 17 ans, dans l'équivalent de cégep peut-être. Non, elle avait 11 ans. Ça a pris du temps pour comprendre comment ça se fait qu'à 11 ans, quelle sorte de parents tu avais pour te laisser aller vivre seule à la ville de Guadalajara. C'était d'autres époques, d'autres mœurs, d'autres manières de concevoir à la fois l'hostilité du milieu et les capacités des enfants. Donc, aujourd'hui, on est dans un contexte où on a ces couples à la fois d'une perception de grande hostilité du milieu et une perception de grande incompétence des enfants qui se combinent et donc, comme résultat, une protection puis une préoccupation constante des parents. Ça change, cette perception et ce système, il change, puis j'aime beaucoup le transformer un petit peu, ces graphiques, avec un T2, donc la deuxième version de ces graphiques qui correspondent à la réalité aussi, quand l'enfant il grandit, puis commence à contester aussi notre contrôle, puis commence à manipuler également les perceptions que l'on a à la fois du milieu et de leurs capacités de ces enfants-là. Donc, dans mes entrevues, par exemple, auprès d'adolescents, tant au Mexique comme dans la région de Montréal, je comprenais que pour les ados, c'était très clair qu'ils pouvaient, disons, cacher certains accidents, ne pas le mentionner, certains problèmes, sachant que s'ils le transmettaient aux parents, les parents allaient être inquiets puis allaient interdire l'enfant de parcourir les trajets d'une manière ou d'une autre. Ou le contraire, quand l'ado n'avait vraiment pas envie d'aller seul à pied, une surévaluation du risque, puis tu devrais voir pas tous les problèmes qu'il y a dans cette intersection-là, et donc réveiller aussi la crainte, puis la comment ça se dit, le paternalisme, disons, pour accompagner les enfants. Donc, on voit à travers l'enfance et l'adolescence, non seulement des transformations dans les modes de se déplacer des enfants en fonction du lieu, de l'école, en fonction de la perception parentale, mais aussi en fonction des enfants eux-mêmes, de leurs aspirations, de leurs intérêts. Et on se rappelle tous à quel point c'était le fun, adolescent, de se déplacer en gang pour aller à l'école, mais surtout après l'école, retourner en gang ou aller à d'autres destinations que l'école, donc quelque chose de moins stressant aussi pour les adolescents. Donc, se déplacer en gang sans le parent, c'était vraiment le fun, n'est-ce pas? Donc, quand ma fille m'a répondu ça, quand elle m'a répondu qu'elle allait à l'école seule puis qu'elle adorait ça, j'ai compris, c'est vrai, on n'était pas là comme parents, donc elle était avec ses pairs, avec ses amis, ses collègues de classe. Puis ça fait partie de ce développement de leur indépendance et de leur autonomie. Donc, on arrive vraiment à la distinction entre les deux, indépendance et autonomie. Avec deux collègues en fait, Marie-Axelle Granier et Florence Huguenin-Richard, on l'a un peu conceptualisé de cette manière-là. Donc, c'est un graphique encore en évolution. Donc, vous êtes invité à le bonifier. Mais en gros, ce qu'on veut représenter, c'est deux pôles, le pôle parent et le pôle enfant-adolescent. Être indépendant ou avoir une mobilité indépendante dans la littérature scientifique anglophone, c'est quelque chose de très clair. Ça veut dire sans parents, sans accompagnement. Indépendant, c'est sans accompagnement. Dans la littérature qu'on a consultée en français, c'est beaucoup plus mêlant, c'est beaucoup plus confus. Même mes propres articles, mes propres travaux, j'avoue, et d'autres collègues, on le prenait comme des synonymes. Mais en anglais, c'est quand même assez distingué, assez différencié indépendance et autonomie. Indépendance, c'est sans le parent, mais autonomie, c'est beaucoup plus que seul. Autonome,
Un déplacement autonome veut dire un déplacement dans lequel l'enfant effectue de manière délibérée, avec intention, et avec aussi une norme que le jeune se donne lui-même, c'est autonomie. Au lieu d'hétéronomie, au lieu d'une norme qui vient de l'extérieur ou un contrôle extérieur, c'est l'enfant lui-même qui est en mesure de juger et d'adopter des comportements qui sont pertinents, qui sont appropriés par rapport à la situation de danger qu'il est en train de vivre. C'est ça la grande différence. Donc, on constatait qu'on peut être indépendant. Mes enfants, ça suffit juste que j'essaie de les accompagner, ils vont être indépendants. Donc, ma relation pour susciter ou non l'indépendance, c'est limite à les accompagner ou non. Alors, ma fille, effectivement, je ne l'accompagne plus. Peut-être on peut la considérer comme indépendante dans au moins 3 jours sur 5 des trajets à l'école en trolleybus. Est-elle autonome? Non, pas encore. Pourquoi? Parce que justement, en marchant avec elle, je me rends compte que parfois il y a un oubli dans les mesures de sécurité ou les mesures que l'on adopte comme piéton pour évaluer la distance des véhicules, leur vitesse, le temps des traverses des rues. Donc, il n'y a pas encore toutes les capacités, les compétences pour véritablement se donner une norme propre, pour véritablement cesser de subir le contrôle d'un adulte, d'un parent ou un chauffeur de trolleybus qui va dire oui, on peut traverser ou non, on ne peut pas traverser. Ou oui, on peut passer par là ou non, on ne peut pas passer par là. Donc, c'est ça la grande différence entre indépendance et autonomie. L'indépendance, c'est déplacer seul. L'autonomie, c'est déplacer en sécurité et juger de manière juste les niveaux, les degrés des difficultés de certaines situations de traverse. Donc, négocier, en fait, seul, par une norme, une prise de conscience des enjeux de sécurité que l'on vit quotidiennement. C'est ça, il y a une grande différence là-dedans. Et cette grande différence, en fait, on peut se poser la question de quelle manière nos interventions suscitent les deux, à la fois l'indépendance et l'autonomie. Ce qu'on réfléchissait, ce qu'on disait, mes collègues et moi, c'est que finalement, beaucoup de nos interventions misent sur l'indépendance, sur le déplacement seul, mais pas nécessairement sur l'autonomie. Je pense qu'une intervention complète, intégrale, qui favorise à la fois indépendance et autonomie, c'est une intervention qui prend en compte l'apprentissage graduel des deux, l'apprentissage graduel d'indépendance et d'autonomie. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on rentre au secondaire que tout à coup on est indépendant et autonome. C'est un processus long qui engage toute la communauté, qui engage la municipalité, qui engage les milieux scolaires, qui engage les parents, qui engage les voisins, qui engage les pères, les autres amis qui font le trajet avec les enfants. Donc, beaucoup d'acteurs dans un processus graduel, long, et aussi, je ne veux pas vous déprimer là, c'est une belle matinée, mais c'est un processus qui ne finit jamais. Pourquoi? Parce que les enfants, leur problème aussi qu'ils ont, c'est qu'ils grandissent et qu'il y a de nouveaux parents, de nouveaux enfants qui arrivent après. Donc, c'est un processus qui est appelé à être constamment entamé, engagé, commencé, un continuel commencement. On me pose des questions, souvent mes étudiants, par exemple, les mesures d'apaisement de la circulation, est-ce que c'est pour l'autonomie, pour l'indépendance? Ça peut être pour les deux, en fait. Et je tenais à vous présenter cette photo d'une situation qui ressemble davantage à ce que les enfants vivent dans leur milieu de marche au Québec. Parce que souvent, on présente des photos de mesures d'apaisement de la circulation prises le 15 juillet. Donc non, ça c'est entre novembre et mars, et c'est des mesures d'apaisement de la circulation qui peuvent être très appréciées par les enfants. J'ai terminé l'année dernière un projet avec une autre collègue qui présente dans le programme des 100 degrés, Marie-Soleil Cloutier, puis aussi Jacques Bergeron, et on a évalué dans les écoles primaires auprès des élèves de 6e année comment ils percevaient ces mesures-là. Très clairement, ils se méfient totalement de la signalétique. Et au contraire, ils ont pleine confiance en toute mesure qui transforment vraiment la géométrie de la rue et donc qui sont auto-applicables. Des mesures qui, comme nous disait cet enfant, qui vont obliger les conducteurs à ralentir par crainte d'abîmer la voiture.
Ben, les dedans, ça sert parce que les voitures doivent ralentir. Parce que si elles ne ralentissent pas, elles vont comme le frapper. Donc, ce sont des mesures auto-applicables très fortes. On n'a pas besoin de surveillance. Les automobilistes les respectent, disons, davantage que la signalétique uniquement. Donc, ça nous prend des mesures qui transforment vraiment la géométrie de la rue, qui sont auto-applicables, mais aussi qui sont assez diversifiées. Et ça sortait aussi dans cette étude-là. Une mesure, c'est bien. 15, c'est encore mieux. 1500 dans tout le quartier est encore mieux. Donc aussi une omniprésence. Pourquoi? Parce que les trajets de l'école, ils se passent justement sur des distances beaucoup plus grandes qu'uniquement les 200 mètres autour de l'école. C'est sûr que quand on commence à installer ce type de mesures, on doit prendre des décisions, puis peut-être c'est une excellente idée de commencer par les écoles. Dans le programme à pied à vélo Ville Active, mon école à pied à vélo, misait sur cette concentration des mesures aux abords des écoles, c'est très bien. Mais les enfants nous expliquaient, la plupart des problèmes, moi je les vis pas en arrivant à l'école. Là, en plus, on est en gang, on est beaucoup, on est très nombreux. Mais dans le chemin entre mon domicile puis les abords de l'école, là, il y a beaucoup d'intersections qui ne sont pas sécurisées, qui n'ont aucune mesure d'apaisement de la circulation. Donc, variété et omniprésence, c'est comme des stratégies clés, à la fois pour donner aux parents suffisamment de confiance pour commencer à, disons, lâcher un petit peu et donner un peu plus de permissions aux enfants pour se déplacer seuls, pour se déplacer aussi en apprenant, et là on va revenir sur ça tout à l'heure, en apprenant à évaluer puis à prendre les bonnes décisions. Mais ça ne suffit pas, en fait, c'est ça que je dis aussi aux étudiants, l'apaisement de la circulation est essentiel, mais il est insuffisant. Il est insuffisant parce qu'il y a des mesures beaucoup plus structurantes, des décisions que l'on prend comme collectivité, beaucoup plus structurantes, et qui ont un énorme impact justement sur les distances des marches, par exemple. Et là, je parle de manière très concrète par une manière de concevoir ces mesures structurantes qui est la gestion des effectifs scolaires. Vous savez, on a des fluctuations démographiques et des écoles qui doivent survivre, qui doivent, gérer ces fluctuations. Et une stratégie pour les gérer, parfois c'est la fermeture de certaines écoles ou l'ouverture à une clientèle qui vient de beaucoup plus loin, souvent par la forme des programmes pédagogiques particuliers dans les écoles qui permettent d'élargir les bassins de recrutement des élèves. C'est des mesures tout à fait cohérentes dans cette optique d'optimisation de nos ressources éducatives, mais en même temps qui ont un impact énorme sur la mobilité quotidienne des enfants. Et donc, on le voyait également dans cette étude de 2009, qu'il y avait une énorme variation entre les écoles francophones publiques ou les écoles francophones à vocation particulière avec un programme, concentration sport, art international et ainsi de suite. Donc, ces décisions de gestion des effectifs scolaires et les décisions également de zonage, de concentration par les municipalités, de développement urbain dans certains périmètres, ont beaucoup d'influence également sur les opportunités de marche des enfants et de leurs parents. Et plus on va donner des opportunités de marche aux enfants et aux parents, mais plus ils vont avoir l'occasion d'apprendre pendant des mois, pendant des années, cette conduite sécuritaire dans les rues. Un autre aspect de cette proximité des destinations, c'est que parfois on est dans des milieux qui sont peu denses. On peut penser à des petites municipalités dans les milieux plus ruraux où effectivement on n'a pas cette masse critique qui nous permettrait de penser à des quartiers centraux très denses, beaucoup plus intenses. Mais il y a aussi d'autres manières de gérer cette distance-là, de les gérer, de tricher d'une certaine manière, penser à des distances virtuelles, un rapprochement virtuel des origines et des destinations, du domicile et des écoles. De quelle manière? Par la intermodalité, donc par la combinaison des modes de déplacement. Transport en commun, transport scolaire, mais pourquoi pas un transport scolaire qui éloigne les débarcadères de la porte des écoles pour quand même permettre une marche, ne serait-ce qu'au début de la matinée pour que les enfants arrivent en ayant déjà fait une certaine activité physique. Donc, combiner le vélo avec les transports par autobus, toutes sortes de combinaisons peuvent être gagnantes. L'idée, c'est de sortir d'une dépendance à un mode unique qui est la voiture, donc les déplacements motorisés des enfants.
Et last but not the least, très importante mesure collective de notre communauté, c'est cet accompagnement formateur que l'on peut offrir comme parents à nos enfants. Vous avez sûrement déjà vu ce qu'on appelle des enfants balises. Donc, c'est ce type d'enfants qui il manque que des roulettes pour pouvoir vraiment les traîner comme il faut, n'est-ce pas? Donc, on prend par la main, mais qui sont dans une situation très passive, finalement. Ils ne sont pas en train d'apprendre, sont complètement distraits, sont ailleurs. Donc, cet accompagnement qu'on observe fréquemment, il a au moins la vertu d'être actif. Donc, les enfants, au moins, sont en train de marcher. Mais allons un pas encore plus loin. Et non seulement marchons avec des balises, mais marchons avec des enfants qui sont en train d'apprendre à traverser. Et qui sont en train de nous apprendre également à traverser, parce que comme adultes, ça ne veut pas dire qu'on connaît très bien nos limites, puis les situations des risques, puis qu'on est capable de les négocier. Donc, en fait, apprendre à traverser les rues, apprendre à marcher dans nos quartiers, dans nos villes, c'est un processus long, c'est un processus de tous les jours et qui nous engage aussi comme parents. Je termine en rappelant ce que certains philosophes, les éthiciens, identifient comme notre devoir, notre mission morale face aux enfants, qui n'est pas tant de les protéger. En fait, notre véritable obligation morale n'est pas tant de protéger l'enfant, mais plutôt de faire tout pour qu'il n'ait plus besoin de notre protection. Ça, c'est notre véritable obligation morale. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour que l'enfant n'ait plus besoin de ma protection? Être exposé au risque. Ça sonne un peu contre-intuitif. Comment ça, être exposé au risque? Ben oui, être exposé au risque veut dire être en mode apprentissage, puis finalement préparer l'enfant pour le moment où il va véritablement être non seulement indépendant, mais probablement aussi autonome, va pouvoir lui-même gérer ses risques. Donc, va être préparé par toute cette expérience quotidienne de marche, à préparer à négocier ces situations d'insécurité qui sont inévitables, soit dit en passant. Donc, il n'y a pas de mesure d'apaisement de circulation capable de réduire ou d'anéantir les risques. Les risques vont toujours exister parce qu'on partage l'espace. Et parfois, les risques ne viennent même pas des automobilistes, ils viennent aussi des cyclistes, ils viennent d'autres piétons qui sont distraits avec leur téléphone. Donc, les risques viennent de partout et il fait partie de cet espace public puis de ce partage de l'espace public. Donc, le temps achève. Pour récapituler, et dans les questions, on pourra parler davantage de la participation des enfants également dans la prise de décision sur comment donner forme à nos villes. Mais pour récapituler, 3 points que je vous propose de garder à l'esprit pour la suite des choses. Le premier, cette diversité de la mobilité des enfants et des adolescents. Parfois, on met tout ça dans un seul panier, la marche et le vélo chez les enfants. Mais en fait, la marche et le vélo chez les enfants, c'est un paquet de situations très variées en fonction des quartiers, en fonction de l'âge, en fonction du genre également. J'ai des collègues qui se spécialisent sur les questions de genre, en fonction de toutes sortes de facteurs. Donc, il ne faut surtout pas, à mon avis, simplifier ça à une caricature d'une personne vulnérable qui se déplace à l'école. Il y a toutes sortes de facteurs associés à ça. Donc, il y a une grande diversité dans la mobilité des enfants. L'apaisement de la circulation est important. Ce sont des mesures qui méritent d'être implantées dans nos collectivités, mais surtout méritent d'être appliquées, implantées pour permettre aux parents de graduellement être exposés aux situations de risque qui sont inéluctables. Et dernièrement, autonomie, indépendance, toutes les deux sont essentiellement tributaires de nos attitudes comme adultes et comme parents, comme directeur d'école, comme prof, comme voisin, comme oncle, comme accompagnateur de trottinbus, comme communauté finalement, comme adulte, comme serviteur public. Là, je vois toutes sortes d'acteurs ici, donc ça serait facile d'imaginer toutes sortes de rôles qu'on peut jouer comme adulte, mais qui reviennent à la même chose, qui reviennent à faire tout pour que les enfants n'aient plus besoin de notre protection. Voilà, donc je vous laisse avec cette réflexion et j'espère que la conversation ouvrira des portes pour la discussion tout à l'heure. Merci. Voilà.